Chaque jour, nous voyons la matière changer d'apparence. Elle existe sous 3 états principaux, solide, liquide et gazeux. Les états liquides et solides, on les appelle aussi des états condensés. Alors, ils dépendent principalement de la pression et de la température. Imaginons les molécules comme des petites billes. Dans un solide, les billes sont serrées les unes contre les autres, comme dans une équipe de rugby en mêlée. Donc elles ne bougent presque pas, elles vibrent juste sur place. Dans un liquide, c'est comme une foule dans un couloir. Les billes sont toujours proches, mais elles ont assez d'espace pour glisser les unes contre les autres. Donc elles ont un peu plus d'énergie. Et enfin, dans un gaz, c'est la fête. Les billes sont éloignées les unes des autres. Elles se déplacent très vite dans toutes les directions. Elles ont beaucoup d'énergie. Le passage d'un état à un autre, c'est un nom qu'il faut connaître par cœur. La fusion, c'est quand un solide fond pour devenir liquide. Donc là, on pense à un glaçon qui fond au soleil. À l'inverse, la solidification, c'est un liquide qui se transforme en solide. C'est comme l'eau qui devient de la glace au congélateur. La vaporisation, on dit aussi évaporation, c'est quand un liquide devient gaz. Là, c'est l'eau qui s'échappe de la casserole quand elle bout. La liquéfaction, c'est aussi appelé condensation, c'est le passage du gaz au liquide. Là, c'est la vapeur sur le miroir de la salle de bain après une douche chaude. La condensation solide, c'est le passage du gaz au solide. Et enfin, la sublimation, c'est le passage du solide au gaz solide. Par exemple, la glace carbonique fait ça. Alors pourquoi l'eau bout à 100 degrés et gèle à 0 degrés? C'est lié aux liaisons entre les molécules. Pour qu'un liquide devienne gaz, il faut casser toutes les liaisons entre les molécules pour libérer ces molécules. C'est ce qu'on appelle l'ébullition. Ce processus va demander beaucoup d'énergie, donc une température plus élevée. A l'inverse, pour que le solide devienne liquide, il faut casser simplement quelques liaisons pour donner un peu plus de degrés de liberté. C'est pourquoi la température de fusion, elle est toujours inférieure à la température d'ébullition. On retiendra que plus les forces intermoléculaires sont fortes, plus la température d'ébullition est élevée, et c'est la même chose pour la température de fusion. Une autre propriété physique est la pression de vapeur. Imaginez un récipient fermé avec juste un peu de liquide au fond et dans lequel on fait le vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de molécules du tout au-dessus du liquide. Les points noirs qui sont dessinés ici représentent par exemple des molécules d'eau. À la surface du liquide, les molécules sont toujours en mouvement et certaines d'entre elles ont assez d'énergie pour se libérer des voisines et passer au-dessus à l'état gazeux. On mesure la pression grâce à un manomètre qui n'est pas représenté ici et au fur et à mesure qu'il y a plus de molécules qui vont s'échapper, la pression à l'intérieur du récipient augmente. C'est simple, non, plus il y a de molécules de gaz, plus elles exercent de pression sur les parois. C'est la fameuse loi des gaz parfaits, PV égale nRT. Mais ça ne continue pas indéfiniment. À un certain point, quelque chose d'incroyable se produit, on atteint un équilibre dynamique entre liquide et gaz. À cet instant précis, le nombre de molécules qui s'échappent du liquide est exactement égal au nombre de molécules qui retournent dans le liquide. À ce moment-là, le nombre de molécules de gaz reste constant. Et donc la pression reste constante. Et cette pression, on l'appelle la pression de vapeur saturante. Cette pression, donc, elle est due aux molécules constituant le liquide qui sont passées à l'état gazeux. Maintenant, j'ai un petit quiz pour toi. On prépare 2 expériences avec 2 liquides différents. Si les forces intermoléculaires sont de plus en plus fortes, que se passe-t-il avec la pression de vapeur? Est-elle élevée ou faible? Eh bien, la réponse est faible. Plus les forces intermoléculaires sont fortes, plus la pression de vapeur est faible. Pourquoi? Parce que si les interactions entre les molécules sont fortes, alors les molécules sont attachées les unes aux autres. Donc, il devient difficile pour elles de s'échapper et de passer à l'état gazeux. Ainsi, on réduit le nombre de molécules à l'état gazeux, on réduit N, donc on réduit P. Pour comparer des températures d'ébullition ou des pressions de vapeur, il faut absolument comprendre le type d'interaction en jeu. C'est vraiment la clé pour savoir quelle est la substance qui a une pression ou une température la plus forte. C'est ce que nous allons voir maintenant. Récapitulons. Si les molécules sont apolaires, alors il existe entre elles des interactions de Van der Waals et plus particulièrement des interactions de London qu'on écrira L. Si les molécules sont polaires, alors il existe entre elles aussi des interactions de Van der Waals, mais qui sont de 3 sortes, Kisom, Debye et London. Les interactions de Debye ne sont pas très utilisées, on va les mettre de côté. Donc on va retenir Kisom et London. Maintenant, si on regarde le cas de H2O, c'est une molécule qui est polaire, qui a des liaisons hydrogène. Donc, elle fera des liaisons hydrogène et des liaisons de Van der Waals de type Kisom, Debye, London. Comment aborder un exercice? Il y a un enchaînement de questions à se poser. Première question, demande-toi si tu as affaire à des ions ou des molécules. Par exemple, si on me demande de comparer NaCl et H2O, eh bien NaCl, on sait que c'est des ions Na+, et Cl-, il y a un élément du bloc S, un élément du bloc P. H2O, c'est une molécule qui fait des liaisons hydrogènes, etc. Donc ion ou molécule.
Si tu vois qu'on a affaire à des ions, à ce moment-là, tu conclus que tu as affaire à des liaisons ioniques, ce sont des liaisons fortes. Si on a affaire à des molécules, alors arrive une deuxième question. Est-ce que cette molécule a déjà un atome d'hydrogène et peut faire des liaisons hydrogène dans les conditions qu'on a évoquées dans le cours? Donc si oui, tu le notes, liaison hydrogène. On a vu que c'était des liaisons quand même assez fortes. Hein. Sinon, on est sûr qu'entre ces molécules, il y a des liaisons van der Waals. Mais on peut aller plus loin, on va poser une troisième question, est-ce que les molécules sont polaires? Si oui, alors elles peuvent faire des interactions du type Kisom, de London. Sinon, si elles sont apolaires, elles ne peuvent faire que des interactions de London entre elles. Donc par exemple, si on compare des molécules polaires type HCl entre elles et des molécules apolaires type Cl2 entre elles, eh bien les molécules polaires, elles font plus de liaisons, plus d'interactions, puisqu'elles font Kisom de London, tandis que les Cl2, elles vont faire que du London. Mais que se passe-t-il maintenant si je compare des molécules polaires toutes les deux, donc qui font des interactions de Kisom toutes les deux? Comment je vais les comparer? À ce moment-là, je vais regarder l'électronégativité. Plus la différence d'électronégativité est importante, plus le moment dipolaire est grand, plus l'interaction est forte. Et maintenant, si je compare des molécules apolaires entre elles, alors là, je vais regarder la polarisabilité. On peut comparer le numéro atomique Z, mais également la masse. Plus la masse molaire est importante, plus les interactions sont fortes. Le principe, c'est qu'on se dit si la masse est importante, le volume est important, et donc elles peuvent plus facilement se déformer. Mais maintenant, si je compare des molécules qui ont la même masse molaire, alors là, je suis bien embêtée. Dans ce cas-là, je vais regarder la forme de la molécule. Si elle est allongée, alors il y a plus d'interactions. Une fois que tu as bien compris ces notions-là et ce récapitulatif, tu peux passer aux exercices.